La charge mentale, 3 symptômes et 3 clés pour alléger la charge mentale. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis des Zen. Et dans cette vidéo, je reçois une invitée spéciale qui va nous parler de ce thème qui est vraiment très important, que j'ai beaucoup à cœur, qui est celui de la charge mentale. Donc cette invitée, c'est Patricia Mignonne. Bonjour Patricia. Bonjour Mylène. Alors Patricia, tu es coach, tu es facilitatrice de transition écologique et plus globalement de vie, et tu es aussi Voilà, fondatrice des sommets de la transition. voilà. Alors tu vas nous parler aujourd'hui de charge mentale. Est-ce que peut-être déjà tu peux nous partager, et c'est vrai que c'est en dehors des questions qu'on avait programmées, mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses à cette thématique de la charge mentale? Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser? Ce qui m'a amené à m'y intéresser, c'est le fait que j'ai constaté, donc je suis pédagogue, je suis dans le marketing et des deux côtés, on s'intéresse aux personnes à qui on va s'adresser pour être sûr de leur parler comme elles ont besoin qu'on leur parle. Donc, je ne parle pas de façon générale de la transition comme le font la plupart des gens, je parle à des gens précis et j'ai identifié que c'était spécifiquement les femmes qui portent la transition. Et puis, il y a une frange de femmes qui sont sensibilisées. Du coup, ça ajoute une couche de culpabilité. Beaucoup de femmes se sentent coupables de beaucoup de choses, donc ça rajoute une couche. Elles sont sensibilisées et elles ne font rien. Et j'ai posé la question, pourquoi? Si tu es sensibilisée, pourquoi ne fais-tu rien? Et on me répondait chaque fois, je n'ai pas le temps. Et derrière, je n'ai pas le temps, j'ai perçu qu'il y avait la charge mentale. Et du coup, je me suis embarquée vraiment dans cette direction. J'ai exploré sur base des questions, sur base des réponses qu'on m'avait données. J'ai été plus loin dans mon décryptage de la charge mentale. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que c'est une thématique qui intéresse beaucoup de personnes et on en parlait un peu en off avant cette interview, il y a aussi des idées préconçues nécessairement qui accompagnent ce type de concept. Oui, Est-ce que déjà tu pourrais nous partager les 3 symptômes principaux de la charge mentale? Donc comment sait-on qu'on est victime, entre guillemets, qu'on est oui, concerné par la charge mentale? qu'on est sujette, on va dire, à la Sujette. charge mentale. Ben, je dirais bien qu'il y a une espèce d'intranquillité. Il y a une espèce d'agitation mentale permanente. Euh, qui fait que la personne, c'est ce qui va amener les gens finalement au bord de la crise de nerfs, au burn-out, toute une série de choses comme ça. Et en fait, le corps nous parle, mais on ne l'écoute pas. On a d'abord des petits signaux, mais on n'écoute pas parce on doit faire, on doit continuer. Et puis on a des symptômes jusqu'à un effondrement finalement. Mais moi, je voudrais bien qu'on n'attende pas l'effondrement pour changer les choses, quoi. Donc, un état d'intranquillité mentale, le fait de se sentir la domestique universelle. On est au service de tout le monde et ni notre conjoint, ni nos enfants, c'est pas qu'ils ne compatissent pas, c'est qu'ils se font servir. Mhm. Et puis, on est vraiment focalisé sur de l'opérationnel, sur l'intendance, sur des choses à faire. Il, les enfants laissent traîner leurs chaussettes, ils ne rangent pas, le conjoint se fait servir, je me lève à 5 heures du matin pour passer l'aspirateur, donc on est vraiment dans l'ordre du faire. Ça, ce sont D'accord. des grandes caractéristiques de la charge mentale. D'accord. Donc, tu dirais que les 3 symptômes, c'est l'intranquillité mentale, Oui. l'impression d'être la domestique, de servir tout le monde, et le côté, on ne sort plus la tête de l'eau, on est vraiment dans faire, 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 et même dans l'urgence un petit peu, et on Dans, ne prend plus de recul, quoi. Il y a vraiment ces dans, notions-là. et il y a une espèce de sentiment de mythe de Sisyphe, c'est jamais fini. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est pour toi les symptômes majeurs que tu as pu observer et qui Oui, sont liés, qui manifestent cette charge mentale. oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, Patricia, par rapport, alors c'est vrai qu'on associe charge mentale et femmes, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire qui est concerné? Donc est-ce que ça ne concerne que les femmes, la charge mentale, ou est-ce qu'il y a d'autres catégories, d'autres types de personnes qui sont impactées également? Mais je pense que nous, les femmes, en tant que femmes, on va spécialement s'intéresser aux articles de blog ou aux bouquins qui parlent de problématiques féminines. Et effectivement, je suis tombée à plusieurs reprises sur un article de presse ou un article de blog qui commençait par vous êtes en couple ou vous êtes en famille, alors en tant que femme, vous êtes concernée par la charge mentale. Mais en explorant le sujet, je me suis rendu compte et en donnant des conférences aussi, hein,
il est arrivé qu'on me dise, mais arrêtez avec vos clichés, la charge mentale, ça concerne tous les couples, donc y compris les couples homosexuels, par exemple. Donc, un couple homosexuel d'hommes, il y en a un qui encaisse la charge mentale liée à l'intendance. C'est l'intendance domestique que l'un des deux dans le couple prend en charge complètement. Donc, on a ça dans les couples homosexuels féminins ou masculins, mais aussi, puisqu'on parlait des sommets, là, dans le cadre du sommet du féminin en transition, j'ai eu à cœur d'interroger un homme, un monsieur âgé, qui représente le Mankind Project. Et c'est une association qui a à cœur d'aider les hommes, de les accompagner vers leur intégrité, en fait. Se reconvoquer totalement, y compris reconvoquer son féminin en tant qu'homme ou son masculin en tant que femme, mais eux s'occupent des hommes. Et ce monsieur, René, me disait, mais les hommes aussi souffrent de charge mentale. Ils ont une charge mentale qui est d'un autre ordre, par exemple, ils sont préoccupés par le fait de nourrir leur famille, du coup, ils se sacrifient au travail, etc. Ils veulent, on est de nouveau dans le matériel. Donc, assurer le nid, assurer le confort de la famille. Donc, on est comme ça coincé dans du matériel, du faire, de l'avoir, etc. Donc, c'est intéressant à savoir. Et ce que j'ai constaté, et ça, ce sont des symptômes qu'on dégage, qu'on infère en fait, parce que les personnes ne se plaignent pas de ça. Mais on constate autant chez les hommes qui souffrent de charge mentale que chez les femmes qui souffrent de charge mentale, c'est qu'il n'y a pas de dialogue au sein du couple. D'accord. Donc, qui est concerné? Donc, tu disais les femmes, souvent par le rôle qu'elles endossent à la maison, on va dire, mais les hommes également, dans un autre registre peut-être, mais qui tourne encore quand même autour de l'entretien. Peut-être plus du confort du nid, tu disais, de Oui, nourrir sa famille. Moi, ça. je pense aussi, par exemple, à tout ce qui est réparation, bricolage, entretien de la maison, quelque chose qu'on attribue plus naturellement à l'homme par rapport à Oui. d'autres tâches. J'imagine que ça crée aussi une charge mentale importante. Non, la charge des hommes, j'ai compris qu'elle venait d'une espèce de sentiment de devoir qui les accable, de devoir envers la famille, par rapport au nid justement, et qui entraîne du sacrifice de leur côté aussi. D'accord. Et Oui, on parlait des enfants avant oui, cette interview. oui. Comment ils se situent par rapport à cette charge mentale? Eh bien, c'est le fait que avant, dans le sommet, il y a Isabelle Filiosa qui intervient et qui préconise de laisser les enfants s'ennuyer, de laisser les enfants par moments dans un état de vacuité. Parce que pendant ce temps-là, le cerveau processe, le cerveau travaille. Et que la créativité des enfants, alors, peut s'exercer quand il y a rien. Alors que les parents de maintenant, pour différentes raisons, spécialement les mamans, euh, en, orchestrent une quantité d'activités pour les enfants, mais qui sont accablantes finalement, hein, parce que ça met les enfants dans le devoir par rapport à D'accord. beaucoup de choses. Mhm. Donc les enfants peuvent eux aussi être sujets à la charge mentale. Ouais, mais oui, mais oui. D'accord. Donc ça concerne en fait tout le monde en réalité. Ça concerne tout le monde au bout du D'accord. Il n'y compte. a pas un type une catégorie qui est concernée plus que l'autre. Oui, C'est plus cette accumulation et donc les trois symptômes que tu as évoqués tout à oui. l'heure. Et cette accumulation, ce sentiment de devoir qui met les gens dans le stress et ils ne sont plus du tout dans la joie. Mhm. Donc, Et du coup, l'enfant, est-ce que tu pourrais nous partager justement des clés pour alléger cette charge mentale? Alors, tu nous en as glissé déjà en nous parlant des symptômes et puis de l'origine de la charge oui, mentale. Est-ce que tu pourrais revenir sur, par exemple, trois clés qui permettent aux personnes qui se sentent concernées, à qui ces messages font écho, bien trois clés pour l'alléger, pour la réduire, cette charge? oui, alors je pourrais en donner beaucoup plus que trois, hein, mais enfin, je vais me maintenir au niveau de l'opérationnel, Mm. puisqu'on se plaint d'avoir trop de choses à gérer, à ranger, etc. Eh bien, une des clés de base auxquelles tu t'intéresses toi aussi, Mylène, c'est d'adopter une posture minimaliste, en fait. Mhm. C'est de vraiment aller lire un bouquin de Marie Kondo, quelque chose comme ça, et de faire des choix par rapport aux choses dans sa maison qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. On fait des grands sacs, on fait du rangement et
on donne, on se défait de ce qu'on n'utilise pas en tout cas. Parce qu'un objet qu'on ne possède pas, on ne doit pas le ranger. Donc, un élément important de la charge mentale, c'est le fait qu'il y a beaucoup à ranger. Et notamment quand ce sont les fêtes, les anniversaires, etc., on surcharge les enfants de cadeaux. C'est un problème qu'on n'a pas eu l'intention d'aborder ici, mais un enfant qui reçoit trop de cadeaux, nerveusement, il est accablé. Ce n'est pas une source de joie. Et trop de cadeaux, ça va être des cadeaux qui ne vont pas nous intéresser, hein, ni en tant qu'enfant, ni en tant qu'adulte. L'excès dévalorise, en fait. Alors, dans la ligne du minimalisme, il y a le fait de cesser de surconsommer, acheter moins, n'acheter que le nécessaire, appliquer la méthode bisou, hein, est-ce que j'en ai besoin, donc se donner un peu de temps, hein, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, je vais réfléchir à la question de savoir si j'en ai besoin, voir si je n'ai pas un doublon déjà dans ma garde-robe ou dans mes armoires, prendre ma décision. Et puis, j'ai parlé de dialogue tout à l'heure. Je pense qu'on vit ensemble, on a des enfants ensemble. En principe, l'amour doit régner au milieu de la famille. Donc, c'est important. J'ai entendu tant de femmes ne pas oser parler à leur conjoint. Mais pourquoi? On s'aime, on dort ensemble, on se côtoie au quotidien. Donc, ce serait nécessaire d'avoir le courage de faire la démarche, peut-être de se faire aider en allant voir une conseillère conjugale et familiale pour remettre les montres à l'heure. Parce que si on n'ose pas parler, alors on accumule des timbres de rancune. D'accord, donc quand tu dis parler, on est d'accord, tu ne dis pas simplement partager la charge mentale, mais de manière générale, partager les problèmes, par exemple, partager les ressentis, oui, partager les émotions. Voilà, dialoguer au sein du couple, au sein de la famille, inclure les enfants, bien entendu, parce qu'ils ont besoin d'apprendre à se responsabiliser pour devenir un adulte responsable. Et c'est ne pas demander, c'est dire je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du recul. Il y a des choses que je veux faire. Je veux aller prendre mon cours d'anglais, je veux aller faire du yoga, etc. Il est juste que moi aussi, j'aille faire du yoga et on s'organise au sein de la famille. D'accord. Donc, ta première clé, celle que tu nous as partagée, c'est le désencombrement. Pour toi, vraiment Voilà. alléger l'espace pour faire de la place en soi, vraiment cette image, Exactement. faire de la place autour, faire de la place à l'intérieur. Deuxième élément important pour toi, c'est vraiment l'idée de dialoguer, donc communiquer, c'est ça, mettre des mots sur ses ressentis, puis les partager. Est-ce que tu as autre chose que tu pourrais... Ce sont déjà des clés quand même très importantes qui sont fondamentales et qui sont profondes. Hein. C'est vrai que ce sont des démarches profondes, tout autant que la charge mentale. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager? Oui, j'ai autre chose et c'est quelque chose d'un peu douloureux, je pense, parce que ce n'est pas de l'ordre du faire, là. C'est beaucoup plus comme je suggérerais de dialoguer. Je suggérerais aussi de mettre en perspective ce sentiment d'être une victime, d'être la boniche. Parce qu'en fait, au sein de la famille, au sein du foyer, les femmes manifestent un leadership impressionnant. Et donc, il y a moyen de s'appréhender autrement que comme une victime. C'est une construction sociale, en fait. C'est idéologique le fait qu'on se sente une victime. Et donc, ce serait important d'oser se rendre compte que notre vie, enfin, la plupart des femmes maintenant, on fait des études supérieures, on a des métiers, on est des femmes actives. Ça veut dire qu'on a une jugeote, on a du leadership qu'on manifeste en dehors comme à l'intérieur, mais à l'intérieur de la maison, on le manifeste comme en négatif. Et donc, il faudrait recouvrer une espèce de souveraineté, une espèce de dignité au sein du foyer, qui fait qu'on va se dire, mais non, ce n'est pas à moi à faire tout ce que les autres ne veulent pas faire. C'est-à-dire qu'il faut sortir en fait du triangle de Karpman. Il faut sortir de cette induction-là. Si je me pose en victime, forcément, je désigne des bourreaux. Voilà. Des persécuteurs. Voilà. Donc, il y a un effort à faire pour sortir de cette logique-là. Et de plus en plus maintenant, on n'est plus gêné d'aller trouver ou un coach ou un thérapeute. Et il y a cette démarche-là à faire
pour retrouver de l'amour de soi, de l'estime de soi, qui est le point de départ d'un leadership, un nouveau leadership. Et d'où est-ce que d'après toi ça vient, cette idée, cette association, ou le fait qu'à l'intérieur de son domicile, on reste, on oublie en fait ce leadership et peut-être tout ce qu'on arrive à faire, à acquérir à l'extérieur? Comment expliquer qu'à la maison, on ne l'est pas encore, ce truc-là, entre guillemets? Mais on ne l'a pas parce qu'on est traversé par plein de récits, des récits inconscients, qu'on appelle l'idéologie, et que on sait bien, hein, on sait toutes que pendant des millénaires, les femmes ont été assujetties aux hommes, mais il y a eu des mythologies nouvelles qui ont été construites dans les années 40-50, qui ont vraiment consisté à... On a développé une mythologie de la féminité. Et la féminité comme une... Alors on a suggéré, mais de manière vraiment hypnotique, hein, c'était véhiculé par les médias, par la presse féminine, etc. On a imprimé l'identité de ménagère aux femmes. Et ce sont des reliquats de ça. Ce sont des reliquats, mais qui nous viennent de manière vraiment subliminale. C'est hypnotique et c'est toujours véhiculé par, en particulier, la presse féminine. Et alors, ce pourquoi ça marche, c'est parce qu'on fonctionne, certains disent à 95% en mode automatique. Et donc, on se laisse pénétrer par ces récits-là, alors que si on était en conscience, si on était dans la présence, on se dirait, mais non, ce truc est ridicule. Et c'est ce qui fait que quand le jeune couple se constitue, on se met à vivre ensemble avec son amoureux, et c'est OK, on est des femmes émancipées, chacun adopte des rôles. Mais quand la famille se constitue, comme c'est une question que j'ai posée une fois à une amie de ma génération, mais pourquoi est-ce qu'on n'avertit pas les filles? Elle me dit, mais regarde comment tu fonctionnais quand tu étais jeune, on n'écoute pas nos mères, on ne veut pas les entendre. Sinon, les mères avertiraient les filles, mais les filles ne veulent pas entendre. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant paraît, c'est un tel séisme, non seulement biologique, mais au niveau de l'organisation, on ne s'attendait pas du tout à ce qui se passe, que quand on n'a pas prévu des règles, il y a les réglages par défaut qui arrivent. Et les réglages par défaut, c'est l'idéologie. Et c'est ce qui fait que les femmes de maintenant, les jeunes femmes de maintenant, tout en ayant fait des études, en étant aware, en se pensant féministes, elles se laissent, envoûter par cette histoire-là. Et donc, résister à ça, c'est un véritable travail. Mais l'atout principal, c'est l'amour, hein. Et je pense qu'il faut vraiment alors demander de l'aide à l'extérieur. Il faut demander du soutien à l'extérieur pour chaque fois remettre l'église au milieu du village, on dit dans mon pays. Je ne sais pas si on dit ça en France. Je n'ai jamais entendu, mais je veux bien croire que cette expression existe. Pour remettre les montres à l'heure, quoi. Pour recalibrer les choses et chaque fois agir en conscience, décider en conscience, et non pas parce que les choses se font toutes seules et qu'alors, dans ce cas-là, elles se font toujours au détriment de la femme au sein du foyer. Moi, je dis souvent, c'est choisir ses réponses plutôt que réagir de manière un peu pilote automatique à ce qui se passe et à ce qui est, quoi. Donc, se reconnecter à l'instant. Et justement, par rapport au comment faire, donc comment se nourrir, entre guillemets, des croyances inverses, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'une autre image, d'une autre idée de ce qui doit être. Je sais que tu organises un sommet, le sommet du féminin en transition qui va commencer là en mars. Est-ce que tu pourrais nous dire eh bien, comment les choses s'articulent et ce que tu proposes par exemple dans ce sommet du féminin en transition qui, attention, n'est pas un sommet réservé aux femmes, je précise parce qu'on pourrait faire la confusion. Comment est-ce que ça peut aider justement à changer cette image, cette représentation par rapport à ce qu'on s'est dit? Ben, je pense que quelque chose d'important qui me vient, en fait tout ce que j'organise maintenant me vient de mes dialogues avec une quantité de femmes et du coup c'est vraiment très adapté
a des besoins qu'on n'exprime pas, qu'on ne sent peut-être pas encore, parce que les demandes, les premières demandes, c'est toujours d'ordre opérationnel. Donnez-moi des petits trucs pour... mais c'est pas ça, il y a quelque chose de plus fondamental que ça. Il y a que, en agissant comme ça, déjà tout au long, même avant d'avoir des enfants, on s'est attaché à être une bonne fille. On s'est attaché à, pour être aimé, parce qu'on a besoin de validation, on a fait plaisir aux autres, on a réalisé les projets de nos parents, de notre milieu, de ce qui est bon pour une fille aujourd'hui. Donc, on s'est marié, on a la maison, on a le conjoint, on a le chien, etc. Et puis, on se rend compte de manière latente, on n'est pas heureuse, on sent qu'il y a un vide. Et en fait, ce vide, on le remplit en consommant, on le remplit aussi en maugréant, beaucoup maugré, beaucoup rouspète. Et en fait, ce vide, il faudrait l'accueillir. Parce que dans ce vide, il y a qui nous sommes authentiquement. Il y a nous. Et donc, je pense qu'une grande partie du malheur ou de la détresse de beaucoup de gens, pas seulement les femmes, c'est le fait qu'on ne nous a pas appris à faire connaissance avec qui nous sommes. On n'a pas appris à faire connaissance avec notre moi sauvage, notre enfant intérieur, on va l'appeler comme on veut. Et donc, le sommet, j'ai interviewé une quantité de spécialistes, d'auteurs, de coachs, de thérapeutes qui sont des personnes super intéressantes, mais ce que j'ai fait d'un peu marrant, c'est de ne pas tellement les interroger sur leur message, sur le contenu de leur bouquin, c'est sur leur parcours personnel que souvent je les ai interrogés. Parce que ce sont des parcours édifiants. Parce qu'à un moment, ils se sont pris en main, ou soit ils ont connu un effondrement massif, soit ils se sont pris en main, soit ils ont connu une série de déboires qui les ont amenés à faire connaissance avec qui ils sont. Et donc, il y a ce courage-là à avoir d'être infidèle à ceux par qui on a besoin d'être reconnu, mais pour être fidèle à soi. Et donc, on aborde différentes matières. Une matière qui, en fait, j'ai confiée à Mohamed Taleb, qui est un philosophe de l'histoire français, l'espèce d'axe du sommet. Et Mohamed Taleb, il va nous parler de l'âme du monde, qui est en nous aussi. On va parler un tout petit peu d'écoféminisme. Mohamed Taleb est aussi écoféministe. On va parler de permaculture humaine, un petit peu. Et puis, on va entrer on va parler de résilience. On va parler d'amour, de couple, de sexualité, de parentalité et d'éducation, avec plein de personnes qui sont super. On mettra un lien en dessous de cette vidéo qui, je précise, n'est pas sponsorisé, mais c'est vraiment parce que ça me parle, tes messages. Ça fait écho et les personnes qui me suivent et qui viennent de t'entendre, je pense, ont tout de suite fait le lien. Et en fait, je trouve ça très, très beau de s'apercevoir que des personnes qui viennent d'horizons très différents ont dans leurs mots, dans leurs ressentis, dans leur appréhension, on pourrait dire, du monde, un peu ces choses qui se recoupent, quand bien même on ne nous les a pas apprises, il y a des choses qui reviennent, quoi. Comme si cette nature-là, elle était de toute façon plus forte que les conditionnements, malgré tout, même s'il n'est pas forcément facile de s'en défaire, mais en tout cas, il y a cette attraction qui est là, on a envie de revenir à autre chose. Oui. Je voudrais terminer en disant cette phrase de mon professeur Joe Dispenza, qui suggère de considérer la vie comme un parcours initiatique. Donc un parcours initiatique, c'est semé d'embûches, mais on se construit et on va à la rencontre de soi. Voilà. Très beau. Qu'ajouter après ça. Merci beaucoup, Patricia. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo vers le sommet. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Ça va être plein d'interviews et moi, j'adore cette idée d'interviewer les gens, en tout cas de les laisser s'exprimer sur leur parcours parce que, comme tu dis,
des illustrations en fait concrètes, des Oui. partages d'expériences. Ça a parfois tellement plus d'impact encore, hein, ça résonne, ça fait écho. Je ne sais pas s'il y a dans tes témoignages des parcours de personnes qui ont réagi avant l'effondrement dont on parlait. Souvent, c'est vrai qu'on a ces événements de vie difficiles qui nous amènent à la prise de conscience. C'est vraiment très très beau de voir tout cela parce que je trouve que ça amène à réfléchir sur soi, son propre parcours. Merci beaucoup Patricia pour ce Merci Mylène. partage autour de la charge mentale. J'ai été vraiment ravie de découvrir ton approche. Je vous souhaite à toutes et tous du coup, une très très belle journée et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Au revoir tout le monde. Merci encore Mylène. Patricia.